Il est 12h30 à Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur I24, c'est le journal et voici les titres au cœur de l'actualité de ce jeudi. L'attaque de Jakarta en Indonésie est désormais terminée. C'est ce qu'a déclaré le chef adjoint de la police nationale. 2 civils, dont un ressortissant néerlandais, ont été tués. 5 assaillants neutralisés. On dénombre également plusieurs blessés. Le groupe État islamique avait lancé un avertissement énigmatique envers ce pays. Shimon Peres, hospitalisé en urgence à l'hôpital de Tel HaShomer près de Tel Aviv. L'ancien président âgé de 92 ans est dans un état stable après avoir souffert de douleurs à la poitrine. Il est actuellement en observation. Son médecin ainsi que le directeur de l'hôpital ont donné il y a quelques instants une conférence de presse pour plus de précisions. En Turquie, 6 personnes ont été tuées et 39 autres blessées dans l'attaque à la voiture piégée d'un commissariat. C'est signé par le PKK et ça se passe dans le sud-est du pays. Dans le même temps, l'enquête se poursuit après l'attentat d'Istanbul. Le kamikaze, un Syrien âgé de 28 ans, était entré en Turquie comme un simple migrant depuis la Syrie. C'est ce qu'a rapporté le chef du gouvernement, Ahmed Davutoğlu. Et puis ce record mondial aux États-Unis, le jackpot de la loterie du Powerball a atteint près d'1,6 milliard de dollars. Une cagnotte qui correspond à peu près au prix estimé de Buckingham Palace à Londres. Et il y aurait au moins un billet gagnant. Il aurait été acheté en Californie. Mystère. Merci d'être avec nous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on poursuit ce journal par un mot de politique. Montagne russe pour François Hollande. 2 mois à peine après les attentats de novembre, eh bien, la cote de confiance du chef de l'État replonge selon le baromètre TNS Sofres du mois de janvier. Le président n'arrive pas à capitaliser sur ses remontées. En un mois, il a quasiment perdu tout le bénéfice engrangé à la suite des attentats du 13 novembre comme au lendemain de ceux du mois de janvier. Sa cote retombe donc rapidement. 23% à peine d'opinion favorable, on vient de le voir. Et ces chiffres posent une question, l'automatisme d'un président candidat est peut-être à revoir en France, davantage que dans d'autres démocraties modernes. Eh bien, un président en exercice est présumé candidat à sa réélection, une pratique en vigueur depuis le début de la Ve République. Mais mandat après mandat, ce réflexe semble remis en cause. Océane Nicole. Il faut croire que c'est une tradition bien ancrée à l'Élysée, se représenter pour un second mandat présidentiel. Après l'indéboulonnable Charles de Gaulle, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, en 1981, est le premier président sortant à faire une nouvelle fois campagne. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau. Mais son mandat est terni par un taux de chômage élevé et l'affaire des diamants de Bokassa. Valéry Giscard d'Estaing cédera donc sa place à François Mitterrand. En 1988, le président socialiste renouvelle lui aussi son mandat, après avoir pourtant longtemps laissé planer le doute. Même scénario pour Jacques Chirac qui entre à l'Élysée en 1995. En 2002, il annonce une nouvelle fois sa candidature. Je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat. En 2007, Jacques Chirac laisse sa place à Nicolas Sarkozy. 5 ans plus tard, malgré un bilan critiqué en pleine crise économique, l'actuel chef des Républicains se lance dans une nouvelle campagne, sans surprise pour son adversaire François Hollande. Mais vous savez, c'est un événement, bien sûr, et je comprends, une déclaration de candidature, ce n'est pas rien, surtout pour un président sortant. Mais enfin, ce n'est pas une surprise. Moi, je ne me suis pas déterminé par rapport à Nicolas Sarkozy. Une coutume que l'actuel locataire de l'Élysée pourrait perpétuer pour les prochaines élections présidentielles de 2017. François Hollande martèle pourtant l'idée qu'un second mandat est inenvisageable si la courbe du chômage ne s'inverse pas. Voilà, et dans ce contexte, à noter que si François Hollande baisse dans les sondages, Manuel Valls, lui, a le vent en poupe. Le Premier ministre est désigné par les Français, mais aussi par les sympathisants de gauche, comme le meilleur candidat pour la gauche en vue de la présidentielle en 2017. Manuel Valls, qui a d'ailleurs décidé de se lancer dans un exercice périlleux. Le Premier ministre, pourtant opposé à la politique spectacle,
participera ce samedi à l'émission de Laurent Ruquier. Rudy, c'est Matignon qui l'a annoncé officiellement hier. Oui, et c'est pas la première fois que Manuel Valls participe à ce talk show très populaire du samedi soir. Alors en 10 ans, il y a été plusieurs fois avec plusieurs casquettes. Alors député de l'opposition dans un premier temps, directeur de la campagne, de la communication de la campagne de François Hollande, et bien enfin ministre de l'Intérieur en 2013. La nouveauté, ce qui change cette fois, c'est que c'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice participe à cette émission dite d'infotainment, c'est-à-dire qui mélange l'information et le divertissement. Alors c'est une annonce qui ne plaît pas à tout le monde. Hier, le député de l'opposition Jean-Charles Tourgodeau a interpellé le Premier ministre à ce sujet lors des questions au gouvernement. Eh bien, regardez. Pensez-vous vous rapprocher de la France qui se lève tôt en allant samedi soir sur le plateau de On n'est pas couché, monsieur le Premier ministre? Cette émission qui ne sert pas la grandeur de l'engagement politique est peut-être intéressante pour le socialiste Manuel Valls, mais ce n'est surtout pas la place du Premier ministre de la France. Ne nous dites pas que le président de la République va y aller aussi, quand même. Voilà, alors il faut rappeler quand même que c'est pas la première fois que le Premier ministre Valls se prête au jeu de ce qu'on appelle l'infotainment. Après les attentats du 13 novembre dernier, Manuel Valls avait décidé de s'adresser à la jeunesse et pour ce faire, il s'était rendu sur le plateau du Petit Journal de Canal+. Absolument. On sait quoi de cette interview prévue donc samedi? Elle a été obtenue comment? Alors, nos confrères d'Europe 1 ont contacté Catherine Barma, qui est la productrice historique de cette émission. Eh bien, elle a déclaré que l'émission lançait sans cesse des invitations politiques de tous bords, Premier ministre et président inclus. Alors, elle dit que le fait qu'il ait accepté peut s'expliquer par deux raisons. La première, c'est qu'il va bientôt sortir un livre de recueil de ses discours post-attentat. Et puis la seconde, c'est que le plateau sera bien rempli. Il y aura en plus donc de Léa Salamé et de Yann Moix, les chroniqueurs habituels, et bien la présence de l'académicien Jean d'Ormesson, donc un plateau prestigieux et de qualité qui a peut-être convaincu Manuel Valls de se prêter à cet exercice qu'il connaît bien puisque on l'a déjà dit, il y est allé plusieurs fois. Ouais, exercice risqué pourtant, réponse en tout cas samedi sur France 2. Merci Rudy. Politique toujours, cette annonce, vous vous en souvenez, vous vous souvenez peut-être de lui, de Yanis Varoufakis. Eh bien il lance un parti européen avec qui? Avec Arnaud Montebourg. Myriam, vous nous en dites plus. Effectivement, ça a été révélé hier dans un entretien à une chaîne de télévision suisse. Alors Yanis Varoufakis va lancer un nouveau parti européen et donc devinez avec qui? Avec ce trublion de la gauche française qu'est Arnaud Montebourg. Ils ont choisi Berlin qui est selon eux la capitale de l'Europe. Il faudra pour cela l'expliquer à Bruxelles. Alors Varoufakis, qui lors de la crise grecque n'avait jamais eu de mots assez durs contre les créanciers européens et notamment Madame Merkel, voici qu'il s'installe au sein de la capitale allemande pour, dit-il, ranimer l'Europe en son cœur. La première pique est lancée. Alors ce mouvement, le nom et le projet seront dévoilés le 9 février prochain. Mais attention, prévient Yanis Varoufakis, ce n'est pas un parti politique mais un rassemblement de personnes autour d'idées et d'un manifeste. Vous m'expliquerez la différence. On attend des éclaircissements. Rendez-vous le 9 février. Alors ce qu'il dénonce, on le sait, c'est en gros un mouvement anti-austérité. Il dénonce le manque d'investissement de l'Europe dans l'ensemble de ses pays membres. Mais il faut toujours préciser que c'est avant tout un retour dans l'arène politique pour deux trublions de la gauche européenne avec un tremplin européen pour ceux qui l'ont tant fustigé et notamment Arnaud Montebourg. On verra s'il troquera sa fameuse marinière contre une autre couleur de l'Europe. Affaire à suivre, merci Myriam. Un mot de sport également dans ce journal. Le dopage à nouveau sous le feu des projecteurs ce jeudi. C'est aujourd'hui que sort la deuxième partie du rapport de la Fédération internationale d'athlétisme. Dans le viseur, encore et toujours, les athlètes russes. Le point en image. Des emails, des lettres et plusieurs rapports. La Fédération internationale d'athlétisme était au courant depuis 2009 du dopage dans l'athlétisme russe, un usage systématique révélé par l'agence de presse américaine Associated Press. Les deux fédérations auraient ensemble masqué le dopage sanguin des athlètes russes lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. C'est une lettre de Pierre Weiss qui fait éclater le scandale. L'ancien secrétaire général de l'instance internationale s'adresse à celui qui était à l'époque trésorier de la fédération, aujourd'hui suspendu à vie. Les valeurs sanguines des athlètes russes deviennent tellement problématiques que des mesures immédiates et drastiques doivent être prises. En novembre dernier, la Fédération internationale d'athlétisme a suspendu la fédération russe, suspendue pour une durée indéterminée, suspendue pour dopage organisé de manière systématique. Impossible depuis pour les athlètes russes de disputer la moindre compétition internationale. Naturellement, les athlètes le vivent très mal.
Beaucoup dénoncent des accusations calomnieuses. Je peux dire que je ne me suis jamais dopée. Nous sommes devenus victimes de cette situation. Ce jeudi, une commission indépendante de l'Agence mondiale antidopage publie la deuxième partie du rapport. 12h40 à Tel Aviv, vous êtes sur I24. Merci d'être avec nous, c'est le journal et tout de suite l'essentiel de l'actu avec vous Elsa. Bonjour à tous. Poursuite des recherches ce matin après le drame en Isère. Une avalanche a emporté à la station des Deux Alpes un groupe de lycéens qui skiaient avec leurs professeurs. 3 morts, dont 2 élèves et plusieurs blessés. Le secrétaire d'État américain John Kerry exprime sa gratitude aux autorités iraniennes après la libération rapide des 10 marins arrêtés. Un type d'incident susceptible de mettre à mal les relations entre les deux pays selon ses propos. 6 personnes ont été tuées, 39 autres blessées dans l'attaque à la voiture piégée d'un commissariat par le PKK dans le sud-est du pays, en Turquie. Et dans le même temps, l'enquête se poursuit après l'attentat suicide d'Istanbul. Le kamikaze, un Syrien âgé de 28 ans, était entré dans le pays comme un simple migrant depuis la Syrie. « 12h41 sur I24. Merci Elsa pour les titres et vous en parliez il y a quelques instants. On va en venir à ces images. Elles provoquent le malaise aux États-Unis. Humiliation des Marines américains par des soldats iraniens après être entrés par erreur dans les eaux territoriales iraniennes. Ce n'est pas vraiment le traitement de mise entre amis, me direz-vous, 5 mois à peine après l'accord sur le nucléaire iranien. Voici ces images qui font scandale. Lise, depuis, ces 10 marins ont été relâchés, mais l'incident est loin d'être clos. Oui, depuis que des vidéos et des photos ont été diffusées, des vidéos où on voit notamment un des marines qui fait son mea culpa alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Le soldat présente ses excuses pour être entré par erreur dans les eaux territoriales de l'Iran et il décrit même l'accueil des Iraniens comme fantastique et il les remercie même pour leur hospitalité et pour leur assistance. Pourtant, dans les médias américains, on parle tout simplement de propagande. Oui, à cause d'autres photos qui ont été diffusées par l'agence de presse iranienne Tasnim où on voit les marins à genoux, les mains sur la tête ou dans le dos, comme des prisonniers. On voit aussi l'unique soldate américaine présente porter un voile islamique. Alors d'après la Maison-Blanche, selon la Convention de Genève, on ne doit pas montrer de photos de prisonniers. Il faudra donc authentifier ces photos, mais d'après le Pentagone, aucun mal n'aurait été fait aux marins pendant leur détention. Alors au niveau diplomatique, on parle énormément de la réaction de John Kerry, réaction plutôt surprenante. Oui, alors en fait, le ministre iranien des Affaires étrangères et John Kerry ont été en contact pendant tout l'incident. En fait, l'Iranien estime que les États-Unis devaient présenter leurs excuses puisque cet incident a valeur d'avertissement pour le Congrès américain qui veut de nouvelles sanctions contre la République islamique. Tout ça dans le contexte très délicat de la finalisation de l'accord sur le programme nucléaire iranien. En tout cas, John Kerry a exprimé toute sa gratitude à l'Iran. Écoutez-le. Je veux remercier les autorités iraniennes pour leur coopération et leur réponse rapide. Ce type de situation a le potentiel, s'il n'est pas géré correctement, de déraper. Voilà, en tout cas, Lise, une enquête va être ouverte pour mieux comprendre cet incident. Oui, l'US Navy va enquêter sur les circonstances qui ont mené ces marins en Iran. Un des 2 bateaux aurait eu un problème mécanique et aurait dérivé jusqu'en Iran. Mais mystérieusement, ce bateau a été intercepté près du porte-avions Charles de Gaulle, porte-avions français qui participe à l'opération contre Daesh en Irak et en Syrie. Je vous rappelle qu'un incident similaire a eu lieu il y a 1 mois. Un responsable américain avait déclaré que la marine iranienne procédait à des tirs d'essai près de navires américains et français. Voilà pour cette affaire. Merci Lise Barenbaum. Le chiffre du jour à présent, vous allez le voir, 1 milliard de dollars. Eh bien, c'est tout simplement la perte nette enregistrée par Uber en 6 mois à peine. Uber qui n'est pas rentable, là, définitivement. Ça, on le savait, mais ces pertes sont donc colossales. On voit ça avec vous, Julien. Oui, parce que 1 milliard de dollars de pertes, c'est uniquement en 6 mois et c'est 50% de pertes en plus par rapport à l'ensemble de l'année 2014. Donc, il faut imaginer un petit peu exactement la croissance des pertes de la société est assez impressionnant. Le chiffre d'affaires, lui, s'élève à 663 millions de dollars pour être précis, ce qui est en hausse par rapport à l'année précédente. Mais voilà un peu les chiffres. Bref, Uber perd de l'argent et perd beaucoup d'argent.
Mais la nouvelle, bizarrement, n'inquiète pas du tout Uber. Ah oui, alors il s'en manque, mais alors complètement, excusez-moi d'être aussi franc et direct, parce qu'en fait Uber est dans une phase de croissance. La société investit sans fin pour arriver dans de nouvelles villes, par exemple là où il n'y a pas trop de concurrents. En Chine, ils sont en position assez dominante, ils sont pionniers dans plusieurs marchés développés, ils n'ont aucun mal à attirer les investisseurs, donc ça ne les dérange pas de perdre de l'argent. Par ailleurs, le chiffre, par exemple, si on prend le 1 milliard de dollars de pertes, eh ben ça correspond, si on devait le comparer, au chiffre de l'investissement en Chine. Donc on pouvait simplement dire, en fait, ils ont simplement investi en Chine et c'est l'argent perdu, ça ne représente strictement rien pour eux. Par ailleurs, Uber ne manque pas du tout de liquidité. Actuellement, dans ces caisses, il y aurait 4 milliards de dollars, donc 1 milliard de plus, 1 milliard de moins pour Uber, ce n'est pas grand-chose. Et enfin, Uber gagne de plus en plus d'argent. Donc même si Uber a perdu 1 milliard de dollars en 6 mois, ce n'est pas grave, car ce correspond à des investissements pour le long terme et l'argent continue de rentrer petit à petit dans les caisses. Voilà, c'est sa stratégie et c'était le chiffre du jour. Merci Julien. L'hystérie a gagné tous les États-Unis et le jackpot record de tous les temps devrait vraisemblablement se partager. On va tenter d'y voir plus clair, mais au moins 3 billets gagnants à ce super loto. Cela fait tout de même 1,5 milliard de dollars à se répartir. Shirley Le Pen. C'est un record mondial. Aux États-Unis, ce mercredi, le jackpot de la loterie du Powerball a atteint près de 1,6 milliard de dollars. Une cagnotte qui correspond à peu près au prix estimé de Buckingham Palace à Londres. Et c'est officiel, 3 gagnants vont se partager le jackpot. Ils viennent de Californie, Floride et Tennessee. Les chances étaient infimes de gagner. 1 sur 292 millions de décrocher le pactole. Certains experts ont même calculé qu'il existe 246 fois plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner au loto. Mais l'engouement a été maximal. Les Américains se sont rués pour acheter un ticket à 2 dollars. Certains sont même allés jusqu'à dépenser 280 dollars pour participer. D'autres sont venus du Canada ou encore du Mexique pour tenter leur chance. Jamais une telle somme n'avait été gagnée. Le plus gros gain de la loterie du Powerball avait été mis en jeu le 18 mai 2013. Une retraitée de Floride avait remporté 590 millions de dollars, des sommes astronomiques. Pour la comparaison, le loto national français n'a jamais dépassé plus de 24 millions d'euros. Et nous sommes avec vous, David Benaïm, notre correspondant aux États-Unis. Alors, s'il vous plaît, mettez fin au suspense. Il y a 1 ou 3 gagnants de cette super cagnotte? Je vous le confirme, il y a bien au moins 3 tickets gagnants. On attend encore l'info de tous les États participants. C'est le milieu de la nuit ici, donc on devrait avoir les résultats définitifs dans quelques heures. La première annonce s'est faite via Twitter. La loterie de Californie a confirmé que l'un des tickets gagnants a été acheté dans la ville de Chino Hills. On apprenait un peu plus tard que 2 autres bulletins du bonheur proviennent de Floride et du Tennessee. Pour l'instant, les 3 vainqueurs vont devoir se partager la coquette somme de 1,58 milliard de dollars. Plus d'1 milliard de tickets ont été vendus pour obtenir ce jackpot historique. Et après 19 tirages sans gagnant, le pactole est enfin tombé. Et désormais, le suspense est de savoir qui sont les heureux vainqueurs. Est-ce que c'est tout un pays qui cherche à déceler qui sont ces nouveaux milliardaires? En tout cas, pour la Californie, la foule s'est précipitée dès l'annonce de l'endroit où le billet a été acheté. Un libre-service 7-Eleven à l'est de Los Angeles. Enthousiastes, criant victoire comme une finale de Coupe du Monde. Les habitants sont venus célébrer l'endroit comme s'il s'agissait d'un lieu de culte. Les caméras de télévision vont camper sur place un long moment dans l'espoir que le gagnant se fasse connaître. Il est probable que le vainqueur prenne une voie plus discrète pour réclamer son prix. Ouais. Mais l'engouement de la population est clairement palpable et également celui du propriétaire de la franchise 7-Eleven qui devrait toucher un bonus d'1 million de dollars pour avoir vendu le bulletin gagnant. Pas mal, pas mal. Alors on l'a vu, hein, les chances de gagner étaient absolument infimes statistiquement et l'engouement maximal. Voilà, maintenant que cet épisode est derrière nous, est-ce qu'on peut dire que c'est du jamais vu aux États-Unis? C'est clairement du jamais vu. Le montant du pactole est du jamais vu, mais la ferveur peut se mesurer à peu près de la même manière à chaque fois qu'une cagnotte record est annoncée. Pour la première fois de l'histoire, c'est le milliard de dollars qui était dépassé et ça a réveillé de nombreux joueurs qui s'ignoraient. J'ai pour ma part succombé à la tentation en achetant un billet pour la rédaction de la matinale d'I24 et un autre pour l'équipe de la mi-journée. Alors ? Mais comme vous le savez déjà, on avait plus de chances d'être touché par une météorite que de gagner. La chance ne nous a pas foudroyé cette fois-ci, Barbara, mais le rendez-vous est pris dès que le jackpot atteint un nouveau record, voilà. C'est promis. On n'a pas été touché par la foudre cette fois, mais merci d'avoir essayé pour nous, David, aux États-Unis.
Autre chose, à présent, jour férié aujourd'hui en Tunisie, on marque les 5 ans du printemps arabe. Alors 5 ans plus tard, que reste-t-il de la révolution du jasmin? Le progrès social reste le grand absent du bilan. Joseph Emmanuel. Bouletskhan, c'était le nom de cyberdissident de ce jeune Tunisien sous le régime de Ben Ali. Le 6 janvier 2011, soit une semaine avant la fuite du président dictateur, Skander est emprisonné puis torturé dans les geôles du ministère de l'Intérieur tunisien. Il avait 16 ans. 5 ans après la Révolution, il trouve que les changements ne sont pas suffisants. Il y a un constat plutôt positif si on compare ces 5 années et la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de Ben Ali. Mais par contre, si on compare la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de laquelle on a rêvé le 15 janvier matin après le départ de Ben Ali, là, le constat est plutôt décevant. Parmi toutes les révolutions des pays arabes, la Tunisie est souvent prise comme exemple de transition politique réussie. Sa constitution, votée dès janvier 2014, proclame de nombreux droits et libertés, mais d'après l'analyste Michael Ayari, l'ensemble reste encore assez fragile. L'État doit se renforcer à mesure que la liberté se renforce. Et ce n'est pas l'État qui se renforce au détriment des libertés. Et ça, c'est quelque chose de très grave, puisque en dehors du déclaratif, en dehors de la Constitution, qui ne s'est pas encore, développée sous forme de loi, de code civil, etc., il n'y a pas grand-chose. La loi antiterroriste votée en juillet prévoit notamment 15 jours de garde à vue sans accès à un avocat. Abdesattar Ben Moussa, prix Nobel de la paix et président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, s'inquiète de l'état des libertés dans son pays. Je crois qu'on craint quand même, c'est vrai, on craint que sous prétexte de combattre le terrorisme, on porte atteinte aux libertés. Il y a maintenant des pratiques d'atteinte aux libertés. En 2015, la Tunisie a été touchée par 3 attaques majeures revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. Des attaques qui ont fait 72 morts, dont 59 touristes. Suite au dernier attentat en novembre, l'état d'urgence a été déclaré puis prolongé jusqu'en février, ont annoncé les autorités tunisiennes. C'est une des disparitions qui a sans doute le plus marqué le monde du spectacle français. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. Daniel Balavoine disparaissait dans un accident d'hélicoptère au-dessus de la route du Paris-Dakar. Retour sur la carrière d'un des plus grands chanteurs de notre génération. Ces chansons ont traversé les dernières décennies sans prendre une ride. Elles font partie du répertoire classique de la musique française. Daniel Balavoine rencontre le succès avec la comédie musicale Starmania. Il en profite pour sortir son premier album solo, Le Chanteur. Sa carrière est lancée, l'album est reçu avec un incroyable enthousiasme et vont suivre de nombreux succès. Mais Daniel Balavoine, c'est aussi des prises de position médiatiques. Durant sa carrière, il n'hésite pas à interpeller les médias ou le monde politique dans des interventions restées célèbres, comme ici face à François Mitterrand. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler. En 1985, Daniel Balavoine devient l'un des premiers artistes français à s'investir personnellement dans l'humanitaire en Afrique. Le 14 janvier 1986, le chanteur trouve la mort dans un accident d'hélicoptère au Mali, en marge du Paris-Dakar. 30 ans après, ses chansons et le personnage continuent de marquer les esprits. On avait quelqu'un qui était à la fois quelqu'un de frondeur, de très frontal dans la manière de s'exprimer et qui, comme il le disait lui-même, s'emportait pour ce qui lui importait, ce qui n'est plus beaucoup le cas aujourd'hui. En dépit de sa courte carrière et d'une mort prématurée, Daniel Balavoine a écrit et composé plus d'une centaine de titres. Il demeure aujourd'hui encore l'un des artistes francophones les plus populaires, fort de près de 20 millions de disques. Et 30 ans, jour pour jour après sa disparition, Balavoine est à l'honneur dans un album hommage. Virginie, vous nous en dites plus. Oui, Balavoine est mort, mais ses enfants chantent encore. Alors juste pour le plaisir et surtout pour ceux qui sont nés après les années 2000, Balavoine version originale, c'était ça, regardez.
ouais, c'est générationnel, hein, Balavoine. Voilà, et donc Balavoine, via la nouvelle génération, ça donne ça, regardez. Hommes font la loi. Tous les cris, les SOS partent dans les airs. Dans l'eau lâche une trace. Dans les écumes font la beauté. Alors vous l'avez vu, ils sont venus, ils sont tous là. Ouais. Jennifer, Zaz, Chaim, Emmanuel Moire, Matt Pokora, Marina Kaye, mais aussi Vianney et Florent Pagny. L'occasion donc de redécouvrir tous les grands titres du chanteur disparu en 1986. Ce n'est pas la première fois que l'industrie musicale rend des hommages, on va dire commerciaux, artistiques ou artistico-commerciaux, comme vous voulez. Alors souvenez-vous, en 2014 et 2015, on a eu droit à Génération Goldman, volume 1 et 2, et l'année dernière, la bande à Renaud. Voilà pour cet album hommage. Merci Virginie. À suivre, il est bientôt 13h à Tel Aviv et dans 5 minutes, on reviendra sur les grands titres de l'actualité. À la une ce jeudi, l'état de santé de Shimon Peres, l'ancien président israélien, a été hospitalisé ce matin après avoir fait une crise cardiaque. Son état est jugé stable. Il est en pleine forme, dit son médecin personnel. Nous serons sur place dans quelques minutes. Restez avec nous.